Ma sœur m'a virée du repas de Noël parce que je suis, selon ses propres mots, juste une ouvrière. Elle pensait que mes mains abîmées par le travail manuel et mon odeur de chantier allaient tacher sa réputation immaculée devant sa belle famille aristocratique. Elle avait honte de moi. Elle a juste oublié un détail crucial. C'est cette ouvrière qui finançait secrètement son école de mode à 12 000 € l'année, son appartement parisien dans le 6e arrondissement et son train de vie de princesse depuis 4 ans. Alors, quand elle m'a planté un couteau dans le dos, j'ai pris une décision radicale. J'ai coupé les vivres. Brutalement. Sans préavis. Elle voulait jouer à la grande dame sophistiquée? J'ai décidé de la laisser payer l'addition de sa propre arrogance. Et croyez-moi, la chute a été vertigineuse. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer son château de cartes et comment le karma a frappé plus fort que je n'aurais jamais pu l'imaginer, j'ai une petite question pour vous. Je suis toujours curieuse de savoir d'où vous écoutez mes histoires. Dites-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez, c'est à vous, j'attends vos réponses. Tout a commencé un mardi après-midi glacial, 3 jours avant le réveillon de Noël. Je me trouvais dans les entrailles techniques de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. L'air était saturé de poussière de béton et d'une odeur métallique âcre, un mélange de soudure froide et de graisse industrielle. J'étais perché en équilibre précaire sur une échelle télescopique, les bras levés vers le plafond, en train de ressouder un raccord complexe sur une unité de traitement d'air massive qui avait décidé de lâcher au pire moment de l'année. Mes muscles brûlaient sous l'effort constant. La sueur coulait le long de ma colonne vertébrale malgré le froid mordant du local technique non chauffé. C'est ça, ma vie. Je m'appelle Léonie, j'ai 32 ans, et je suis technicienne spécialisée en chauffage, ventilation, climatisation et domotique. En gros, je m'assure que les gens n'aient ni trop chaud, ni trop froid, et que leur maison intelligente ne devienne pas stupide. C'est un métier physique, technique, salissant, qui laisse des traces indélébiles sur la peau et sous les ongles. Mais c'est un métier qui paie. Très bien, même. Mon téléphone, posé sur une caisse à outils rouge cabossée en bas de l'échelle, s'est mis à vibrer violemment, illuminant la pénombre du sous-sol. L'écran affichait maman. J'ai souri, un sourire fatigué mais sincère. J'ai essuyé mes mains noires de graisse sur les cuisses de mon pantalon de travail renforcé, j'ai descendu les échelons 4 à 4, mes bottes de sécurité claquant sur le sol en béton, et j'ai décroché. Je m'attendais à la discussion habituelle, presque rituelle, sur l'organisation logistique du 24 décembre. J'avais prévu d'apporter un magnum de Château Margaux 2015, une bouteille qui m'avait coûté une petite fortune mais que je voulais partager pour marquer le coup. J'avais aussi commandé 3 douzaines d'huîtres fines de Clair chez le meilleur écaillé de la ville. Je voulais que tout soit parfait. Allô, maman? J'espère que tu ne m'appelles pas pour me dire que tu as encore oublié de décongeler la dinde ou que le four fait des siennes. Ai-je plaisanté, la voix un peu enrouée par la poussière que j'avais inhalée toute la matinée. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Pas ce silence confortable, familier, celui où l'on cherche ses mots. Non, c'était un silence lourd, gluant, chargé de malaise. Un silence qui annonçait une tempête. Léonie, est-ce que tu as bien fait le virement pour le loyer de janvier de Sibylle? Sa voix était sèche, tranchante comme du verre brisé. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, pas de est-ce que tu ne travailles pas trop dur par ce froid? Juste l'argent. Toujours l'argent. La première préoccupation de ma mère n'était jamais ma santé, mais la solvabilité de ma petite sœur. J'ai réprimé un soupir, coinçant le téléphone entre mon épaule et mon oreille pour commencer à ranger mes clés à molette dans leurs compartiments respectifs. Oui, maman. C'est fait depuis ce matin, à 8 heures précises. Le loyer de 1100 €, les charges, et même un virement supplémentaire de 800 € pour ses cadeaux de Noël et ses dépenses courantes. Le propriétaire à Paris a reçu la confirmation automatique. Tout est réglé, comme d'habitude. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai entendu le soupir de soulagement de ma mère traverser le combiné. Un soupir qui ne m'était pas destiné, mais qui était tout entier pour sa précieuse Sibylle, la princesse fragile qu'il ne fallait surtout pas contrarier avec des considérations matérielles aussi vulgaires qu'un loyer impayé. Bien. C'est bien. C'est important qu'elle soit sereine pour ses examens blancs, tu comprends? Elle est tellement stressée en ce moment avec ses projets de fin d'année. Je comprends, maman. Bon, et pour le réveillon?
Je pensais arriver vers 18h30, le temps de prendre une douche et de récupérer les huîtres. Je peux aussi passer prendre tante Zélie si elle n'a pas de transport. Nouveau silence. Plus long cette fois. Plus glacial que l'air qui sortait des bouches de ventilation défectueuses au-dessus de ma tête. J'ai arrêté de ranger mes outils. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. Écoute, Léonie. À propos du réveillon. On a discuté avec ton père et Sibylle hier soir, et on pense que ce serait mieux si tu ne venais pas cette année. J'ai failli lâcher ma clé de 12 sur mon pied. Le temps s'est arrêté. Le bourdonnement sur des machines autour de moi a semblé disparaître, remplacé par un sifflement aigu dans mes oreilles. J'ai cligné des yeux, persuadé d'avoir mal compris. Pardon ? J'ai du mal à entendre à cause du bruit ici. Tu as dit que je ne devais pas venir ? Au repas de Noël ? Ne le prends pas mal, chérie, a-t-elle enchaîné précipitamment, sa voix montant dans les aigus, signe indéniable qu'elle était nerveuse et qu'elle récitait un discours préparé à l'avance. C'est juste que... Sibylle invite comme cette année. Et ses parents. Les de Montmirail. Tu sais, ils viennent de leur domaine en Bourgogne. Et alors ? J'ai rencontré comme une fois, il est correct. Un peu coincé, mais poli. Je ne vois pas le problème. Je sais me tenir à table, maman. Le problème, c'est l'image, Léonie. L'image globale de la famille. Les de Montmirail sont des gens très sophistiqués. Très vieille France. Sibylle a peur que, enfin, tu sais comment tu es, ma chérie. Comment je suis ? Ai-je demandé, ma voix devenant dangereusement calme, basse, vibrante d'une colère contenue. Dis-le, maman. Comment je suis ? Bah, tu es brute. Tes mains sont toujours abîmées, tu as souvent de la terre ou du cambouis sous les ongles même quand tu te laves, et tes sujets de conversation tournent toujours autour des chantiers, des tuyaux, des factures, des problèmes techniques. Tu parles fort, tu ris fort. Sibylle a peur que ça fasse tâche. Elle veut faire bonne impression. Elle joue son avenir avec ce garçon. Un mariage avec un de Montmirail, ce serait inespéré pour elle. On ne peut pas risquer de la mettre mal à l'aise ou de lui faire honte. J'ai regardé mes mains à la lueur blafarde du néon. Elles étaient tachées, oui. Il y avait une coupure sur mon pouce droit qui cicatrisait mal, souvenir d'une tôle tranchante la semaine passée. Mes ongles étaient courts, pratiques, sans vernis. C'étaient des mains de travailleuse. Mais c'étaient aussi les mains qui avaient signé les chèques de caution. C'étaient les mains qui avaient viré près de 25 000 € cette année pour que Sibylle puisse jouer à la parisienne chic, s'acheter des sacs de marque et fréquenter les cafés de Saint-Germain-des-Prés. Donc, j'ai résumé lentement, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, parce que je travaille de mes mains pour financer votre train de vie et celui de ta fille, je suis trop honteuse pour m'asseoir à votre table ? Je suis assez bonne pour payer, mais pas assez bonne pour manger avec vous ? Oh, n'exagère pas. Ne sois pas dramatique, Léonie. C'est typique de toi, ça, de tout prendre personnellement. C'est juste pour cette fois. On se fera un déjeuner le 26, juste nous, à la bonne franquette avec les restes. Tu seras plus à l'aise, tu pourras venir en jean si tu veux. On ne veut juste pas que tu te sentes humilié devant ces gens-là qui ont des codes différents des tiens. C'est pour ton bien, finalement. Pour mon bien. La phrase ultime des hypocrites. La phrase qui sert à enrober le poison dans du miel. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis restée là, dans le noir, seule avec le bruit des machines et l'écho de ces mots dévastateurs. Une colère froide, liquide, commençait à se répandre dans mes veines, remplaçant le sang chaud par quelque chose de beaucoup plus sombre. Je suis restée assise dans ma camionnette sur le parking de l'hôpital pendant une bonne vingtaine de minutes, fixant le volant sans le voir. La pluie glaciale de décembre frappait le pare-brise, brouillant les lumières de la ville, transformant Lyon en une aquarelle triste. Comment en étions-nous arrivés là ? Sibylle avait 23 ans. Moi, 32. 9 ans d'écart. 9 ans qui avaient fait de moi la troisième parente, la protectrice, et finalement, la vache à lait. Sibylle était née avec une grâce que je n'avais jamais eue. Elle était blonde, éthérée, avec ce genre de beauté fragile qui donne envie aux gens de la protéger, de lui ouvrir les portes. Moi ? J'étais le portrait craché de mon grand-père paternel,
carrée, solide, brune, avec un caractère de cochon et une capacité de travail inépuisable. Nos parents, Odile et Hubert, avaient toujours fait une distinction claire, presque inconsciente au début, puis totalement assumée. Léonie était la costaud, celle qui pouvait encaisser, celle qui n'avait besoin de rien, celle qui se débrouillait. Sibylle était la princesse, le miracle tardif, celle qui méritait le meilleur parce qu'elle était spéciale, sensible, artistique. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais accepté l'inacceptable, pensant acheter leur affection. Quand j'avais 22 ans, je venais de lancer ma boîte, Lumière et compagnie. Je mangeais des pâtes au beurre tous les soirs, je dormais 4 heures par nuit pour répondre aux appels d'urgence, j'économisais chaque centime pour acheter du matériel pro. Sibylle, elle, voulait le dernier iPhone pour son entrée au lycée. Mes parents m'avaient regardé avec ses yeux de chien battu, plein de reproches muets. « Allez, Léonie, tu as ta propre entreprise maintenant, tu es la riche de la famille. Fais plaisir à ta sœur, elle en a besoin pour s'intégrer. » Je l'avais acheté. Je n'avais pas payé ma facture d'électricité personnelle ce mois-là, j'avais vécu à la bougie, mais Sibylle avait eu son téléphone pour frimer dans la cour de récré. Il y a 2 ans, quand elle a été acceptée dans cette école de mode privée et prestigieuse à Paris. 12 000 € l'année, hors matériel. Mes parents sont retraités de la fonction publique, ils ont une petite pension, ils n'ont pas ce genre d'argent. Ils se sont tournés vers moi, naturellement. C'est son rêve, Léonie. Tu ne vas pas briser le rêve de ta sœur? Toi, tu as réussi sans diplôme universitaire, tu as la main verte avec l'argent, tu as des contrats. Aide-la. C'est un investissement pour la famille. J'ai accepté. J'ai payé l'école. J'ai payé la caution de l'appartement dans le 6e arrondissement, un studio minuscule mais tellement charmant à 1 100 € par mois. J'ai mis en place un virement permanent pour sa vie quotidienne, 800 € par mois pour qu'elle puisse manger bio, sortir avec ses copines et réseauter. Et en retour? Que avais-je reçu? Merci Léonie, mais tu pourrais ne pas venir me chercher devant l'école avec ta camionnette floquée? Ça fait un peu, plouc. Gare-toi 2 rues plus loin. Merci pour l'argent, mais ne raconte pas à mes amis que tu poses des climatisations, dis-leur que tu es consultante en transition énergétique, ça fait plus chic. J'avais tout avalé. J'avais tout excusé. Parce que c'était ma petite sœur. Parce que je l'aimais. Parce que j'avais promis à ma grand-mère, Mémé Rose, sur son lit de mort, de veiller sur la famille, de garder le clan uni. Cette promesse était devenue ma chaîne, mon boulet. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ce n'était pas juste une demande d'argent ou un petit caprice. C'était un rejet total, viscéral, de mon existence même. Ils prenaient mon argent avec avidité, mais ils avaient honte de la sueur qu'il avait gagnée. Ils voulaient le fruit de mon travail, mais ils voulaient cacher l'arbre qui le produisait, comme s'il était malade ou difforme. J'ai démarré le moteur de ma camionnette. Le ronronnement puissant du moteur diesel m'a calmé, comme un battement de cœur régulier. Je me suis souvenu de ce que Sibylle m'avait dit l'été dernier, avec un air suffisant, quand je lui avais refusé une augmentation de son argent de poche pour aller à Ibiza. Tu ne comprends pas, Léonie. Toi, tu vis dans ton monde de brut, de labeur. Moi, je construis un réseau. Je fréquente l'élite. C'est un investissement. Un jour, je serai célèbre et tu seras fier de dire que tu m'as aidé. L'élite. Les de Montmirail. Côme, son petit ami, était un type gentil, un peu naïf, héritier d'une famille qui possédait la moitié des vignobles de Bourgogne. Sibylle s'était accrochée à lui comme une sangsue sur une veine jugulaire. Elle avait construit tout un personnage pour lui plaire, la jeune fille issue d'une bonne famille de province, cultivée, artistique, sophistiquée. Et moi, j'étais la tache d'huile sur ce tableau parfait. J'étais la preuve vivante que ses origines n'étaient pas aussi nobles qu'elle le prétendait. Mon téléphone a vibré à nouveau, me tirant de mes pensées. Un message de ma tante Zélie. Zélie, c'était la sœur de ma mère, mais c'était tout son opposé. Célibataire endurcie, franche, directe, un peu vulgaire parfois, et la seule qui voyait clair dans le jeu de Sibylle. Elle non plus n'était pas invitée au grand réveillon aristocratique, jugée trop bruyante, trop tatagénante. Le message contenait une vidéo. Pas de texte. Juste une vidéo. J'ai appuyé sur lecture, le cœur serré. La vidéo était tremblante, filmée à la dérobée, probablement depuis le couloir de la maison de mes parents, à travers l'entrebâillement de la porte du salon.
On voyait Sibylle, de dos, en train de faire des essayages devant le grand miroir doré. Elle portait la robe en soie émeraude que j'avais payée la semaine dernière, une merveille à 800 €. Ma mère était assise sur le canapé, les mains jointes, admirative. Elle est sublime, ma chérie, disait ma mère, sa voix pleine d'une adoration que je n'avais jamais entendue pour moi. Côme va tomber à la renverse. Tu as l'air d'une vraie duchesse. Sibylle a fait une pirouette, faisant voler la soie, riant aux éclats. Un rire cristallin, cruel. Je sais. Elle est parfaite. Et le meilleur, c'est que Léonie ne sera pas là pour gâcher l'ambiance avec ses histoires de chantiers ennuyeuses et ses mains râpeuses. Tu imagines si elle avait voulu serrer la main de Madame de Montmirail avec ses doigts calleux? J'aurais mouru de honte. Elle fait tellement, peuple. Ma mère a ri nerveusement, mais elle n'a pas protesté. Ne sois pas méchante, c'est ta sœur quand même. C'est ma banque, maman, a rectifié Sibylle avec un dédain qui m'a glacé le sang, un ton si froid qu'il traversait l'écran. C'est juste ma banque. Elle est utile, mais elle n'est pas présentable. On ne met pas le tracteur dans le salon Louis XV quand on reçoit des invités de marque. Le tracteur reste à l'étable. La vidéo s'est arrêtée sur l'image de ma mère hochant la tête. Le tracteur. Juste ma banque. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant précis. Ce n'était pas mon cœur. Mon cœur était déjà plein de cicatrices. C'était cette chaîne invisible de culpabilité et de devoir familial qui m'entravait depuis 10 ans. Le lien a claqué, net et précis, comme un câble en acier trop tendu qui rompt sous la charge. C'est juste ma banque. Cette phrase résonne encore dans ma tête, comme un acouphène douloureux. Honnêtement, mettez-vous à ma place une seconde. Vous avez tout sacrifié pour quelqu'un, vous avez travaillé dur, et vous découvrez qu'elle vous appelle le tracteur dans votre dos tout en portant les vêtements que vous avez payés. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pleuré? Vous auriez hurlé? Ou vous auriez fait ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi dans les commentaires, pardon ou vengeance? Je lis tout. Je suis rentrée chez moi, dans mon appartement au centre de Lyon. C'était un bel endroit, un loft industriel que j'avais rénové moi-même du sol au plafond, posant chaque carrelage, installant chaque câble. J'ai pris une douche brûlante, frottant ma peau avec une éponge abrasive jusqu'à ce qu'elle devienne rouge vif, comme si je voulais effacer l'étiquette ouvrière sale que ma famille m'avait collée sur le front. En sortant, j'ai enfilé un peignoir propre, doux, je me suis versé un grand verre de Châteauneuf-du-Pape, et je me suis assise devant mon bureau, face à mon ordinateur à 3 écrans. Le calme avant la tempête. Je n'étais pas triste. Je n'étais plus en colère. J'étais dans un état d'hyperlucidité, froide et clinique. C'est le même état d'esprit que j'ai quand je dois diagnostiquer une panne complexe sur un système industriel critique. Analyser le problème. Identifier la source de l'erreur. Isoler le composant défectueux. Éliminer le dysfonctionnement pour sauver le système. Le composant défectueux, c'était ma générosité. Le dysfonctionnement, c'était l'ingratitude de ma sœur. J'ai ouvert l'application sécurisée de ma banque. J'ai tapé mon code avec des doigts fermes. J'ai navigué jusqu'à l'onglet virement permanent. Là, il y avait la ligne familière, celle que je voyais chaque mois depuis 4 ans, virement permanent, Sibylle loyer et vie, 1900 €. J'ai regardé ce chiffre. 1900 €. C'était plus qu'un SMIC. C'était des heures de travail dans le froid, dans la saleté, des week-ends sacrifiés, des vacances annulées. Tout ça pour être traité de tracteur. J'ai cliqué sur Modifier. Puis sur Supprimer. Un message d'alerte est apparu en rouge sur l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce virement permanent? Cette action est immédiate et irréversible. J'ai bu une gorgée de vin, sentant les arômes de fruits noirs exploser en bouche. Adieu, le studio dans le 6e, ai-je murmuré à la pièce vide. Clic confirmé. La ligne a disparu. Ensuite, je suis allée sur le portail de l'école de mode. J'avais les identifiants, bien sûr, puisque c'était mon adresse e-mail et ma carte bleue qui étaient enregistrées pour la facturation. J'ai accédé à la section financement. Le 2e semestre devait être réglé avant le 5 janvier. 6 000 €. Une somme qui aurait pu me permettre de changer la camionnette de l'entreprise. J'ai cliqué sur moyen de paiement enregistré. J'ai sélectionné ma carte Gold.
J'ai cliqué sur retirer. Le site a protesté en rouge, clignotant. Attention, sans moyen de paiement valide, l'inscription de l'étudiant sera suspendue administrativement sous 48 h. C'est dommage, ai-je pensé sans ressentir la moindre émotion, juste une satisfaction froide. Elle devra peut-être apprendre à coudre ses propres vêtements avec des chutes de tissu au lieu de les acheter chez Dior. Clic supprimé. Mais je ne m'étais pas arrêté là. Il restait le coup de grâce. Le garant. L'arme nucléaire financière. Pour son appartement parisien, je m'étais portée garante solidaire. Cela signifiait que si elle ne payait pas, je payais. Mais le bail avait une clause spécifique que j'avais fait ajouter par prudence. Le garant pouvait se retirer à la date anniversaire du bail avec un préavis, ou en cas de changement substantiel de situation. La rupture des liens familiaux et financiers, c'est substantiel. J'ai rédigé un email formel, juridique, froid, à l'agence immobilière parisienne. Madame, monsieur, par la présente, je vous informe que je ne soutiens plus financièrement mademoiselle Sybille Vasseur. Veuillez noter que je dénonce mon engagement de caution solidaire. J'ai relu le mail 3 fois. J'ai appuyé sur envoyer. C'était fini. En 10 minutes, j'avais coupé le cordon ombilical doré qui reliait Sybille à sa vie de rêve. Elle voulait être une aristocrate indépendante ? Très bien. La vraie noblesse ne dépend pas de l'argent des autres. Qu'elle vive sa vérité. Mon téléphone a sonné. C'était encore ma mère. Probablement pour s'assurer que je ne ferais pas de scandale, pour me manipuler encore un peu avec de la fausse culpabilité. J'ai regardé l'écran s'illuminer, puis s'éteindre. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger. Ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. Le genre de sommeil profond, lourd et réparateur qu'on n'obtient que lorsqu'on a retiré une tumeur maligne de sa vie. Le lendemain, le 24 décembre, le jour du réveillon, a été étrangement paisible. J'ai passé la journée à cuisiner pour moi et tante Zélie, que j'avais invitée à la dernière minute. Elle est arrivée avec une terrine de sanglier maison et son rire bruyant. Vers 20 h, alors que nous dégustions mon foie gras maison sur des toasts briochés encore chauds, j'ai sorti mon téléphone. Juste par curiosité morbide. J'ai ouvert Instagram. Le feed de Sybille était inondé de stories. Une véritable overdose de glamour. On y voyait la table de mes parents dressée comme jamais. De la porcelaine de Limoges que je ne connaissais pas, achetée quand ? Avec quel argent ? Des bougies partout, des décorations dorées. Une photo montrait Sybille, radieuse dans sa robe émeraude, un verre de champagne à la main, le bras entrelacé avec celui de Côme. Il portait un smoking. Ses parents, les de Montmirail, étaient assis, souriant poliment mais avec cet air un peu rigide des gens qui ne sont pas tout à fait chez eux. Mon père portait un costume qu'il avait dû louer, et ma mère avait coiffé ses cheveux d'une manière qui ne lui ressemblait pas. La légende disait « Noël féerique en famille ». Tellement reconnaissante pour ses moments d'élégance, de raffinement et d'amour vrai. Entourée des miens, de ceux qui comptent. Hashtag Family First, hashtag Luxury Life, hashtag Blessed, hashtag de Montmirail. J'ai zoomé sur le poignet de Sybille. Elle portait le bracelet Cartier que je lui avais offert pour ses 20 ans, payé avec ma première grosse prime. Ceux qui comptent. J'avais été effacée de l'équation. J'étais devenue fantôme. Zélie a regardé par-dessus mon épaule, une tranche de pain à la main, et a ricané. Regarde la tête de ton père. Il a l'air d'avoir avalé un balai. Il essaie tellement fort de ne pas avoir l'air d'un retraité de la fonction publique. C'est pathétique. Ils jouent tous un rôle. Nous avons ri. Nous avons trinqué avec mon château Margaux, savourant ce nectar que mes parents ne goûteraient pas. À l'élégance, a dit Zélie en levant son verre. La vraie. Celle qui paie ses factures et qui n'a pas honte de qui elle est. À cet instant précis, une notification bancaire est apparue sur le haut de mon écran. Boursorama Banque, alerte sécurité. Transaction refusée. Carte Gold secondaire X4589, titulaire, Sybille Vasseur. Montant, 450 €. Commerçant, Uber Luxury. Motif, carte bloquée par le titulaire principal. J'ai souri. Un sourire de loup. La première pièce du domino venait de tomber. Il était 22 h 30.
Sibylle essayait probablement de commander un chauffeur de luxe pour accompagner sa belle famille ou pour aller en club après le dîner, pour les impressionner jusqu'au bout. Le spectacle allait commencer. Et je n'avais même pas besoin d'être au premier rang pour l'apprécier. Le silence a duré exactement 48 heures. Le temps que l'alcool du réveillon se dissipe, que la magie de Noël s'évapore et que la réalité bancaire frappe à la porte avec la brutalité d'un huissier. Le 26 décembre au matin, mon téléphone a commencé à convulser sur la table de la cuisine en chaîne massif. Sibylle. 12 appels manqués en 10 minutes. Puis maman. 5 appels. Puis papa. 3 appels. Puis Sibylle encore. Et des SMS, réponds, urge, Théo. Je buvais mon café noir, fort, observant la neige tomber doucement sur les toits de Lyon. J'ai finalement décidé de décrocher quand Sibylle a appelé pour la 20e fois. J'ai mis le haut-parleur. Allô? Ai-je dit d'une voix calme, posée, presque douce. Léonie. Te est-ce complètement malade ou quoi? Sa voix était si aiguë, si stridente qu'elle saturait le micro du téléphone. Je pouvais entendre l'hystérie pure, la panique non filtrée. Bonjour Sibylle. J'espère que tu as passé un bon Noël. Les de Montmirail ont apprécié la soirée? Tu as bien joué ton rôle de duchesse? On s'en fout de la soirée. Hurla-t-elle. Ma carte? Ma carte ne marche plus. J'ai essayé de payer le brunch hier midi avec Moritz et ça a été refusé. Refusé. Devant tout le monde. Le serveur m'a regardée comme une voleuse. J'ai dû laisser payer. Tu as idée de la honte? J'ai cru mourir. Ah. C'est embêtant, en effet. Ça doit être désagréable. Embêtant? C'est une catastrophe nucléaire. Rétablis la carte tout de suite. Et je viens de recevoir un mail automatique de l'école, ils disent que le prélèvement du semestre a été annulé par le payeur? C'est quoi ce bordel, Léonie? C'est une erreur de la banque? Règle ça immédiatement, je n'ai pas le temps pour tes incompétences. J'ai pris une gorgée de café, savourant l'amertume du grain torréfié. Non. Il y a eu un court silence, un vide, comme si son cerveau n'arrivait pas à traiter l'information, comme si le mot non était une langue étrangère qu'elle ne parlait pas. Quoi non? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je ne rétablirai pas la carte. Non, je ne paierai pas l'école. Non, je ne paierai plus le loyer. Le robinet est fermé, Sibylle. Définitivement. Mais, pourquoi? Bégaya-t-elle, passant de la rage à la confusion totale. Tu es folle? Parce que je suis une ouvrière, Sibylle. Je suis le tracteur, tu te souviens? Mon argent est sale. Il sent le cambouis, la sueur et le travail manuel. Je ne voudrais surtout pas qu'il tâche ton avenir brillant et immaculé chez les aristocrates. Je te rends service, en fait. Je te permets de vivre en accord total avec tes principes. Tu ne veux pas d'une sœur ouvrière? Alors logiquement, tu ne veux pas de l'argent de l'ouvrière. C'est une question d'intégrité. Tu as vu la vidéo? Souffla-t-elle. Sa voix tremblait maintenant. Elle réalisait. J'ai tout vu. Et j'ai tout entendu. C'est juste ma banque. Eh bien, devine quoi, petite sœur? La banque a fait faillite. Le guichet est fermé. Les actifs sont gelés. Léonie, attends. C'était juste des mots. J'étais stressée, j'avais la pression. Tu ne peux pas me faire ça pour une phrase. J'ai besoin de cet argent. Si je ne paie pas l'école avant le 5 janvier, je perds mon année. Et mon appart, je ne peux pas le payer toute seule, tu le sais très bien. Je vais finir à la rue. C'est ce qu'on appelle des problèmes d'adultes, ma chérie. Bienvenue dans le monde réel. Celui où on travaille pour se payer des choses, où les mots ont des conséquences. Je vais le dire à papa et maman. Ils vont t'obliger. Ils vont te faire plier. Passe-leur le bonjour de ma part. Et dis-leur que le tracteur a décidé de prendre sa retraite anticipée. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais d'une adrénaline puissante. C'était fait. J'avais tenu bon.
J'avais repris le pouvoir. 10 minutes plus tard, c'était au tour de mon père. Hubert. L'homme qui ne m'appelait jamais sauf quand la chaudière était en panne ou qu'il avait besoin que je lui prête ma camionnette. Léonie. C'est quoi ce caprice d'enfant gâté? Sa voix était grave, autoritaire, celle qu'il utilisait quand j'avais 10 ans. Bonjour papa. Ce n'est pas un caprice. C'est une décision de gestion financière stratégique. Tu mets ta sœur dans la mer de Noir. Elle est en pleurs ici, elle fait une crise de nerfs. Tu es l'aîné, tu as des responsabilités morales. On a un accord tacite. Tu réussis, tu aides le clan. Vous avez un accord avec votre conscience, papa. Pas avec moi. Moi, j'ai fini. Vous aviez honte de moi au réveillon? Vous m'avez caché comme une maladie honteuse? Très bien. Assumez votre fille prodigue. Vous voulez qu'elle vive comme une princesse? Payez pour son château. Sortez vos économies. Tu sais très bien qu'on ne peut pas. Avec nos petites retraites, on arrive à peine à boucler les fins de mois. Alors peut-être qu'elle devrait vivre selon VOS moyen, et pas selon les miens. Peut-être qu'elle devrait travailler au McDo le soir comme je l'ai fait à mes débuts. Tu es égoïste, Léonie. Je ne te pensais pas aussi rancunière. C'est petit. Très petit. Tu te venges bassement. Ce qui est petit, papa, c'est de cacher sa propre fille parce qu'elle ne porte pas de tailleur Chanel mais un bleu de travail. J'ai 32 ans. J'ai ma vie. Et ma vie ne consiste plus à subventionner des gens qui me méprisent. J'ai terminé. J'ai bloqué son numéro. Puis celui de ma mère. Je savais que ce n'était pas fini. Sibylle était comme un animal acculé, habitué au luxe. Elle allait mordre, griffer, essayer de reprendre sa place au sommet. Mais je ne savais pas encore à quel point le destin, ce grand metteur en scène ironique, allait jouer en ma faveur. Le mois de janvier a été étrangement calme pour moi à Lyon, mais je savais que c'était le chaos absolu à Paris. Grâce à Zélie, qui jouait les agents doubles, j'avais des nouvelles indirectes. Sibylle était retournée à Paris début janvier, essayant désespérément de maintenir les apparences avant que tout n'explose. Elle avait dit à Com qu'il y avait un problème administratif temporaire avec ses comptes bancaires familiaux, un blocage dû à un héritage compliqué d'une grand-tante éloignée, mensonge numéro 1. Elle avait supplié la direction de l'école de lui donner un délai de paiement exceptionnel, ils avaient refusé, politique stricte. Elle avait vendu en catastrophe quelques sacs à main de luxe sur Vinted pour payer une partie du loyer de janvier, mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses dettes. Le propriétaire, ayant reçu mon recommandé, lui avait déjà envoyé une mise en demeure. Le 15 janvier, un froid polaire s'est abattu sur la France. -5 °C à Lyon, -8 °C ressentis à Paris. C'est le genre de temps que j'adore professionnellement, car c'est là que mon téléphone sonne sans arrêt. Les vieilles chaudières lâchent, les pompes à chaleur mal réglées gèlent, les tuyaux pètent. Les affaires prospèrent. J'étais dans mon bureau vitré, en train de gérer le planning surchargé de mes 2 employés, Marius et Thomas, quand le téléphone fixe de l'entreprise a sonné. C'était la ligne urgence VIP. Marius a décroché. Lumière écho, bonjour, Marius à l'appareil. Oui. Une urgence absolue? Ah, je vois. Paris? C'est loin, monsieur, nous sommes basés à Lyon, les frais de déplacement seront. Attendez, je vais voir avec la patronne, c'est un cas particulier. Il a mis la main sur le combiné, les yeux ronds, et s'est tourné vers moi. Chef, c'est un type désespéré. Sa pompe à chaleur géothermique a lâché cette nuit. C'est un système très complexe, une installation industrielle adaptée au résidentiel, marque allemande, très haut de gamme. Personne à Paris ne semble disponible ou compétent pour intervenir avant une semaine. Il a vu nos certifications et nos avis en ligne sur les installations spécialisées. Il est prêt à payer le déplacement, l'hôtel et le tarif urgence triple. Il dit qu'il a une personne âgée fragile à domicile. J'ai froncé les sourcils. Paris? C'était à 2 heures de TGV, ou 4 heures de route, mais pour un dépannage facturé au prix fort. C'est qui le client? Ai-je demandé machinalement. Un certain monsieur Henri de Montmirail. Avenue Foch. Mon cœur a raté un battement. Le stylo m'a échappé des doigts. De Montmirail. Le père de Com.
Le futur beau-père de Sibylle. L'homme que je n'étais pas digne de rencontrer. Le destin n'était pas seulement ironique, il était farceur, et il avait un sens de l'humour noir absolument délicieux. Passe-moi le téléphone, Marius. Tout de suite. J'ai pris le combiné, ma main tremblant légèrement, mais ma voix est sortie parfaitement professionnelle, calme, rassurante. Bonjour, Léonie à l'appareil. Gérante de Lumière et compagnie. Ah, madame. Dieu merci. Je suis Henri de Montmirail. Nous sommes gelés. Ma femme est asthmatique et ne supporte pas le froid. Il fait 12 degrés dans la maison, c'est une glacière. C'est une installation Viessmann série 300. Personne ne comprend comment la redémarrer, les techniciens locaux me parlent de tout changer. On m'a dit que vous étiez la magicienne de ce type de matériel dans le quart sud-est. Je vous en supplie, je paie tout ce qu'il faut. Venez. J'ai souri. Un sourire de prédateur qui vient de voir la cage se refermer sur sa proie. Ils avaient besoin de l'ouvrière. Ils avaient besoin de la main-d'œuvre sale qu'ils méprisaient tant sans le savoir. La vie est une roue. Je comprends l'urgence vitale, monsieur de Montmirail. Je peux être là demain matin à 9 heures précises avec le matériel adéquat. Mais le tarif sera conséquent, compte tenu de la distance et de l'urgence. Peu importe le prix. Venez. Je vous attends. J'ai raccroché doucement. J'ai regardé Marius, qui attendait les instructions. Prépare le camion numéro 1. On va à Paris. Et Marius? Prends tes vêtements les plus propres, ceux qui sont neufs. On va chez des aristocrates. Ça va être inoubliable. Le lendemain matin, après un trajet avalé à vive allure sur l'autoroute A6, je me suis garé devant l'immense porte cochère de l'hôtel particulier de l'avenue Foch. Une bâtisse impressionnante en pierre de taille, le genre d'endroit qui crie vieux argent et pouvoir discret. J'ai enfilé ma combinaison de travail bleu, propre, fraîchement repassée, avec le logo Lumière et compagnie brodé en fil d'or dans le dos. J'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval stricte. Pas de maquillage. Juste moi, ma compétence et ma caisse à outils de 20 kilos. Monsieur de Montmirail nous a ouvert lui-même. C'était un homme distingué, la soixantaine élégante, mais il était enveloppé dans une épaisse robe de chambre en cachemire et une écharpe en laine, tremblant de froid. Vous êtes nos sauveurs. Entrez, entrez, je vous en prie. Le sous-sol est par là. Je suis entré dans le hall en marbre. C'était magnifique. Et glacial. Montrez-moi la chaufferie, monsieur. J'ai travaillé pendant 2 heures sans relâche. C'était une panne vicieuse, un capteur électronique défaillant couplé à une vanne bloquée qui avait mis tout le système en sécurité critique. Compliqué pour un amateur ou un plombier lambda, logique pour moi. J'ai remplacé la pièce, recalibré le système via mon ordinateur portable et purgé les circuits. À 11h30, un ronronnement d'eau s'est fait entendre, et la douce chaleur a commencé à revenir dans les immenses radiateurs en fonte. Monsieur de Montmirail est descendu à la chaufferie avec un plateau d'argent portant du café fumant et des croissants frais. C'est miraculeux, mademoiselle. Léonie. Léonie Vasseur, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Il a froncé les sourcils, s'arrêtant net. Vasseur. C'est drôle, ma future belle-fille s'appelle Sibylle Vasseur. Une coïncidence, j'imagine? C'est un nom assez commun dans le Nord. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon propre. Le moment de vérité. Le moment pour lequel j'avais fait 500 kilomètres. Ce n'est pas une coïncidence, monsieur de Montmirail. Sibylle est ma petite sœur. Il a écarquillé les yeux, la tasse de porcelaine tremblant légèrement dans sa main. Votre sœur? Mais Sibylle nous a dit que sa sœur était directrice des opérations pour une multinationale pétrolière à Dubaï. Elle a dit que vous ne pouviez pas venir à Noël à cause d'un déplacement d'affaires urgent et d'une crise géopolitique. J'ai laissé échapper un petit rire sec, sans joie. Ah. Dubaï. C'est exotique. Non, monsieur. Je vis à Lyon. Et je suis artisan. C'est moi qui dirige mon entreprise, certes, mais je suis surtout celle qui met les mains dans le cambouis tous les jours. C'est mon métier. Le visage d'Henri de Montmirail est passé de la surprise à la confusion, puis à une sorte de réalisation sombre, douloureuse. Il n'était pas idiot. Je ne comprends pas.
Pourquoi mentirait-elle sur ça? Vous êtes une professionnelle remarquable. Vous venez de sauver ma maison en plein hiver. C'est un métier noble. Peut-être parce que Sibylle trouve que mon métier n'est pas assez distingué pour votre famille, monsieur. Elle m'a dit textuellement que j'étais une tache sur son image. C'est pour ça que je n'étais pas là à Noël. Je n'étais pas à Dubaï. J'étais désinvitée par votre future belle-fille car elle avait peur que mes mains sales ne choquent votre épouse. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte à l'étage au-dessus de nous. Des voix joyeuses ont résonné dans le hall, brisant l'intimité de notre révélation. C'était Com. Et Sibylle. Papa? Maman? On est passé voir si le chauffage marchait, on s'inquiétait. C'est écrié Com. Descendez. A crié Henri d'une voix tonitruante qui ne présageait rien de bon. Immédiatement. Il y a quelqu'un que vous devez voir. J'ai entendu les talons de Sibylle claquer sur les marches de l'escalier de service qui menait au sous-sol. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un manteau beige sublime en cachemire, que j'avais payé 1200 € en octobre. Elle souriait, confiante. Quand elle m'a vue, debout en bleu de travail, une clé à molette à la main, à côté de son futur beau-père au visage fermé, elle s'est figée. Son visage s'est décomposé. Elle est devenue aussi blanche que le mur derrière elle. Léonie? A-t-elle couiné, sa voix étranglée. Bonjour Sibylle, ai-je dit avec un grand sourire carnassier. Je suis venue réparer le chauffage. C'est drôle, pour quelqu'un qui est censé être cadre sup à Dubaï, je trouve que je manie bien la clé à molette, non? Le silence dans la chaufferie était assourdissant. Seul le ronronnement doux de la chaudière réparée osait briser la tension palpable. Com est arrivé derrière Sibylle, l'air décontracté. Il m'a regardé, puis a regardé Sibylle, puis son père. Sibylle? C'est qui? Je croyais que ta sœur était, enfin, tu sais. Henri de Montmirail a croisé les bras sur sa robe de chambre. Son visage, si aimable quelques minutes plus tôt, était maintenant fermé, dur comme de la pierre. C'est Léonie, Com. La sœur de Sibylle. Celle de Dubaï. Sauf qu'elle n'est pas à Dubaï et qu'elle ne travaille pas dans le pétrole. Elle est venue de Lyon ce matin pour nous empêcher de mourir de froid. C'est une technicienne hors pair qui a sa propre entreprise. Sibylle tremblait de tout son corps. Je pouvais voir la panique pure dans ses yeux, cherchant une sortie de secours, une excuse, un mensonge de plus pour colmater la brèche. Ce n'est pas. Com, je peux expliquer. Elle a fait faillite à Dubaï. C'est ça. Elle a tout perdu le mois dernier à cause de la crise et elle a dû se reconvertir en urgence dans le bricolage pour survivre. J'avais trop honte pour te le dire, je voulais protéger sa dignité. J'ai éclaté de rire. C'était nerveux, incontrôlable. Waouh! Sibylle. Tu es incroyable. Vraiment. Tu t'enfonces avec une grâce spectaculaire. J'ai posé ma clé à molette avec un bruit métallique sec et j'ai sorti mon téléphone de ma poche de combinaison. Com, c'est ça? Ai-je demandé en me tournant vers le jeune homme. Il avait l'air totalement perdu. Oui. Sibylle te ment. Elle te ment depuis le premier jour. Je n'ai jamais mis les pieds à Dubaï. J'ai cette entreprise depuis 10 ans. Et surtout, j'ai déverrouillé mon écran et ouvert mes mails. J'ai trouvé le récapitulatif annuel de mes dépenses pour Sibylle que j'avais préparé pour ma comptable en fin d'année. C'est moi qui finance sa vie. C'est moi, l'ouvrière honteuse, qui paie son école de mode. C'est moi qui paie son loyer avenue Victor Hugo. C'est moi qui ai payé ce manteau Max Mara qu'elle porte en ce moment même. J'ai tendu le téléphone à Com. Il a pris l'appareil, hésitant, comme si c'était une bombe. Il a fait défiler l'écran du bout du doigt. Virement, loyer Sibylle, 1100 €. Virement, école mode Sibylle, 6000 €, semestre 1. Virement, argent de poche, 800 €. Carte bleue, achat Galerie Lafayette, 450 €. Caution solidaire, Léonie Vasseur. C'est énorme, a murmuré Com, choqué. Mais Sibylle, tu m'as dit que tes parents avaient vendu des terres familiales en Bourgogne pour payer tes études? Tu m'as dit que tu venais d'une famille de propriétaires terriens qui avaient des difficultés de trésorerie passagère?
Sibyl a essayé d'arracher le téléphone des mains de Com, mais il a reculé vivement. Non. C'est faux. C'est des faux documents. Elle a tout fabriqué. Elle est jalouse, Com. Elle a toujours été jalouse de moi parce que je suis belle et qu'elle est ordinaire. Elle veut nous détruire parce qu'elle est aigrie et seule. Henri de Montmirail a fait un pas en avant. Sa voix était calme, mais tranchante, celle d'un homme habitué à commander. Assez. Sibyl. Ça a suffi. J'ai vérifié le numéro de siret de l'entreprise de votre sœur sur mon téléphone avant qu'elle n'arrive. Elle existe depuis 2014. Elle a un bilan financier impeccable. Elle est respectée dans la profession. Vous, par contre, vous venez de mentir à mon fils, à moi, et à ma femme, droit dans les yeux, chez moi. Il s'est tourné vers moi, avec un respect nouveau. Mademoiselle Léonie. Merci pour votre honnêteté. Et pour le chauffage. Je vous paierai le double de la facture et je vous rembourserai vos frais. Quant à vous, Sibyl, je pense qu'il est temps de partir de cette maison. Sibyl a fondu en larmes. Des larmes de rage, pas de remords. Elle s'est jetée aux pieds de Com. Vous ne pouvez pas me faire ça. Com. Dis quelque chose. On va se marier. Je t'aime. Com la regardait comme s'il voyait une parfaite étrangère, un monstre sous un beau masque. Tu as eu honte de ta sœur? De celle qui te nourrissait? Tu l'as virée de Noël pour m'impressionner, moi? Il a secoué la tête, dégoûté. Ma mère a passé le réveillon à dire à quel point c'était dommage que ta sœur, la femme d'affaires internationale, ne soit pas là. On aurait adoré rencontrer quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui a réussi par elle-même. Mais toi, tu n'es qu'une coquille vide, Sibyl. Tu es une arnaque. C'est fini. Rends-moi la bague. Quoi? Hurla Sibyl, ses yeux écarquillés d'horreur. La bague. C'est une bague de famille. Elle appartient aux de Montmirail depuis 3 générations. Et tu n'en feras jamais partie. Sibyl a regardé autour d'elle, cherchant un allié, un soutien. Il n'y en avait pas. Même la chaudière semblait la juger. Elle a arraché la bague de fiançailles de son doigt avec violence et l'a jetée par terre. Le diamant a teinté sur le carrelage de la chaufferie. Elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par la haine pure. J'espère que tu es contente, sale garce. Tu as tout gâché. Tu as ruiné ma vie. Je te déteste. Le sentiment est mutuel, Sibyl, ai-je répondu calmement en ramassant ma caisse à outils. N'oublie pas de rendre les clés de l'appartement avant la fin du mois. Le garant s'est retiré, et le propriétaire n'est pas patient. Elle est partie en courant, ses talons claquant furieusement sur le béton, remontant l'escalier vers une vie de luxe qui venait de s'évaporer en fumée. Le retour vers Lyon a été l'un des trajets les plus agréables de ma vie. Marius conduisait, et je regardais le paysage défiler, un chèque très généreux de 3000 € signé de la main de monsieur de Montmirail dans ma poche. Mais je savais que la guerre n'était pas finie. La bataille de Paris était gagnée, mais le front domestique allait exploser. Ça n'a pas raté. Dès que Sibyl est arrivée chez mes parents, en train 2e classe, j'imagine, ou en covoiturage bon marché puisque sa carte était bloquée, mon téléphone a failli fondre. J'ai laissé sonner. Encore et encore. J'ai mis de la musique dans l'atelier et j'ai continué à travailler. 3 jours plus tard, j'ai trouvé mes parents devant la porte de mon entreprise à Lyon. Ils avaient fait le trajet depuis leur banlieue. Mon père avait l'air vieux, voûté. Ma mère avait l'air furieuse, les yeux rouges. Comment as-tu pu? A attaqué ma mère sans préambule, hurlant devant mes employés qui chargeaient du matériel. Tu l'as humiliée devant les de Montmirail. Tu l'as détruite. Elle est effondrée, Léonie. Com l'a quittée, l'école a notifié de son renvoi ce matin, elle n'a plus d'appartement. Elle est dans sa vieille chambre d'ado avec ses posters à pleurer toutes les larmes de son corps. J'ai croisé les bras, adossé à mon camion, imperturbable. Elle récolte ce qu'elle a semé, maman. C'est la loi de la nature. C'est ta sœur. A crié mon père, levant un doigt accusateur. On aide la famille. C'est sacré. Ah bon? Ai-je explosé, ma voix résonnant dans la cour. On aide la famille? Vraiment?
Où étiez-vous quand j'avais 20 ans et que je montais cette boîte sans un sou en poche? Vous m'avez aidé? Non. Vous m'avez dit de trouver un vrai travail. Où étiez-vous à Noël? Vous m'avez aidé à me sentir aimé? Non. Vous m'avez jeté comme une vieille chaussette sale parce que j'avais les mains abîmées. J'ai avancé vers eux, les obligeant à reculer. Pour la première fois de ma vie, je les voyais tels qu'ils étaient, petits, mesquins, et effrayés par la perte de leur statut imaginaire. J'ai passé 10 ans à essayer d'acheter votre amour, votre reconnaissance. J'ai payé pour Sibylle en espérant qu'un jour, vous me regarderiez avec la même fierté que vous la regardez quand elle ne fait rien. Mais j'ai compris. Ça n'arrivera jamais. Pour vous, je suis juste l'âne qui porte les bagages, le carnet de chèques sur pattes. Léonie, sois raisonnable, a tenté d'adoucir ma mère, changeant de tactique voyant que l'agressivité ne marchait pas. Elle a besoin de toi. Juste pour finir l'année, pour rebondir. Après, elle se débrouillera, promis. Allez, fais-le pour nous? Pour ta mère? J'ai sorti une enveloppe de ma poche arrière. C'était le devis signé pour l'extension de mes locaux et l'achat de nouveaux véhicules. Un projet que je repoussais depuis 2 ans faute de trésorerie disponible. Non. Cet argent, je vais l'investir. En moi. Dans mon entreprise. Dans Lumière et compagnie. Sibylle a 23 ans. Elle est en bonne santé. Elle a 2 bras, 2 jambes. Les usines de la région cherchent du personnel. Les supermarchés recrutent. Si elle veut de l'argent, elle n'a qu'à faire comme moi, travailler. Se lever à 5 heures du matin. Se salir les mains. Tu es une ingrate, a craché mon père avec dégoût. On t'a élevée. Je me suis élevée toute seule, papa. Et maintenant, je vous demande de partir de ma propriété privée. Sinon j'appelle la police pour intrusion et harcèlement. Et croyez-moi, je le ferai. Ils sont partis. Le dos voûté, marmonnant des insultes, vaincus. Je ne les ai plus jamais revus depuis ce jour-là. 6 mois plus tard. Je suis assise à la terrasse d'un café chic à Lyon. Il fait beau. Je porte une belle robe, achetée avec mon argent. Mon entreprise a doublé de taille, non seulement grâce à mon travail, mais aussi grâce au contrat de maintenance exclusif que Monsieur de Montmirail m'a confié pour l'ensemble de ses propriétés immobilières à Paris et en Bourgogne. Il m'a recommandé à tous ses amis fortunés comme étant la seule personne de confiance dans ce métier. L'ironie est délicieuse, savoureuse. C'est grâce à mon métier honteux que je suis devenue la prestataire préférée de la haute société parisienne que ma sœur rêvait d'intégrer par le mensonge. Sibylle? Aux dernières nouvelles, via Zélie, qui est toujours ma complice, elle travaille comme hôtesse d'accueil dans un centre commercial de banlieue. Elle vit toujours chez mes parents. L'ambiance est, paraît-il, infernale. Ils se reprochent mutuellement leur échec à chaque repas. Sibylle blâme mes parents de ne pas m'avoir mieux contrôlée. Mes parents blâment Sibylle d'avoir été trop gourmande et imprudente. Ils sont enfermés ensemble dans leur amertume. Moi, je suis libre. Je regarde mes mains posées sur la table blanche. Il y a toujours un peu de graisse sous l'ongle du pouce, une petite cicatrice sur l'index. Elles sont un peu calleuses. Mais ce sont mes mains. Elles ont construit ma vie. Elles ont bâti mon empire. Et elles ne doivent plus rien à personne. Elles sont propres de toute dette morale. J'ai levé mon verre de vin vers le ciel bleu. Santé, mémé rose. J'ai tenu ma promesse. J'ai veillé sur elle tant qu'elle en avait besoin. Mais maintenant, je veille sur moi. J'espère que tu comprends. Et vous savez quoi? Le vin n'a jamais eu aussi bon goût. C'est le goût de la liberté. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était dur, c'était intense, mais c'était nécessaire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que j'aurais dû pardonner à la fin? Ou est-ce que la coupure totale était la seule solution pour survivre? Si vous avez déjà vécu une histoire similaire avec une famille toxique, partagez-la, on se soutient ici. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que votre travail ne vaut rien. Si vous gagnez votre vie honnêtement, vous êtes un roi ou une reine. Abonnez-vous pour plus d'histoires de karma et activez la cloche. À la prochaine!